Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, la tribune des décideurs, chaque lundi, midi 30, 13h, l'occasion de poser toutes vos questions en direct aux grands acteurs de l'économie. Aujourd'hui, on va parler mode en compagnie d'Emmanuel Deroud. Bonjour. Bonjour messieurs. Merci de nous rendre visite. Vous êtes le PDG, le patron de Tati. On va parler de cette résurrection, une marque fort célèbre, ancrée dans l'inconscient populaire et que vous essayez de remettre au goût du jour avec, bien sûr, pour vous interroger à mes côtés et en plus des questions que vous autres internautes allez poser, et Robert Jules, notre partenaire de la tribune. Alors, Emmanuel Deroud, vous avez 45 ans, après des études en école de commerce à Lyon, vous avez travaillé chez Arthur Andersen, l'auditeur, et c'est comme ça que vous avez la chance de en tout cas l'occasion de mettre le doigt dans le monde du textile, puisque vous rejoignez une première entreprise qui est Biderman, que vous aidez à reprendre. Ensuite, vous dirigez Kenzo Home et avec la Caisse des dépôts, vous lancez, vous reprenez aussi Gigastore avant de le revendre à un groupe qui s'appelle Eram et qui vous propose de reprendre la marque Tati, de la relancer. C'était en 2009, donc ça fait quelques années maintenant que vous êtes attelé à ce chantier. On va revenir sur cette historique peut-être pour commencer de Tati. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en plan séquence, en quelques dates clés, ce qu'est Tati ? Oui, mais Tati, c'est une marque effectivement chère au cœur des Français, vous l'avez rappelé. Une vieille marque française déjà, puisqu'elle a 65 ans, née près d'ici, dans le 18e arrondissement, au cœur de Barbès, qui a connu un développement formidable, inventeur en fait du discount, du volume dans les magasins, du premier prix, du petit prix. C'était le déstockage avant l'heure, c'était une espèce de vente privée en fait. Oui, le métier historique en fait de l'entreprise en fait c'était d'acheter et de revendre des anciens stocks et par ce mécanisme effectivement d'être très peu cher. Et puis les années ont changé, le business a fortement évolué, la mode a fortement évolué et la maison qui est un autre des grands métiers de Tati. Et finalement, au début des années 2000, effectivement, l'entreprise est passée par un dépôt de bilan. Et ce qui est formidable dans cette histoire, vous venez de le dire, c'est qu'une marque peut ne pas mourir, elle n'est pas toujours vouée à mourir dans des situations compliquées. Et grâce au concours du groupe Eram, elle est effectivement en train de renaître depuis quelques années. Alors on va revenir sur cette renaissance, mais un mot sur le dépôt de bilan. Qu'est-ce qui avait déraillé finalement et qui a fait qu'en 2004, l'entreprise a dû déposer son bilan ? Vous savez, on est dans un métier qui change très régulièrement avec des cycles qui sont extrêmement courts et en fait il y a plusieurs éléments qui sont apparus au début des années 2000 qui ont changé les choses. Le premier élément, c'est qu'en fait très durablement en fait le dollar est resté extrêmement faible et que donc en fait les marchandises dans le monde entier ont été très faciles d'accès avec l'arrêt des quotas chinois et globalement des petits prix qui devenaient possibles pour beaucoup d'acteurs et pas simplement ceux qui faisaient du déstockage. Et puis il y a des gens qui se sont complètement réinventés sur ce business model, qui ont su faire un marketing du prix, c'est-à-dire qu'ils sont restés éventuellement assez chers, les GSS. On parle de Zara, de H&M. Des gens comme H&M, des très bons acteurs français comme Kaby, qui ont su effectivement utiliser le marketing du prix pour apparaître comme des gens qui étaient aussi capables de vendre peu cher. Vous avez été victime, l'équipe précédente a été victime de la mondialisation. Elle n'a pas su s'adapter à cette nouvelle donne. En tout cas, elle n'a pas vu ce mouvement incroyable qui s'opérait d'une mode qui va beaucoup plus vite et effectivement de consommatrices qui certes veulent consommer pas cher mais veulent consommer aussi un produit qui est dans l'air du temps. Les consommatrices aujourd'hui, via Internet, on est en plein Internet aujourd'hui avec vous, ou avec les rubriques shopping en fait, des médias, en fait, s'habituent à avoir des produits qui certes sont abordables et peu chers, mais sont également des produits qui sont complètement dans l'air du temps. Elles les voient sur le web, dans des blogs ou sur les podiums des défilés, elles les veulent dans les magasins 2 à 3 mois plus tard. Alors on va revenir sur cette résurrection, mais auparavant on aime bien interroger les patrons qu'on a le plaisir de recevoir sur la marche du pays et la marche économique notamment. Et vous avez un point de vue particulièrement intéressant parce que vous êtes au contact de millions de consommateurs. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment ? Écoutez, ce que je ressens, c'est qu'on est dans un moment de vérité. On le lit, on l'entend et je crois que pour la première fois on en est vraiment conscient. On est dans un pays qui depuis plusieurs années est quand même progressivement en train de décrocher. On n'a pas de croissance, donc on crée moins de richesse, donc on n'a pas la possibilité de redistribuer cette richesse aussi de manière équilibrée dans notre pays.
Si bien que effectivement, on sent qu'il y a des problèmes qui sont significatifs, qui se traduisent pour nous, chefs d'entreprise, comme des marges qui sont de plus en plus réduites pour la plupart de nos entreprises. On en a beaucoup parlé de ce débat il y a quelques temps en France. Mais au-delà de ça, si vous voulez, on voit bien que ça génère dans le pays progressivement en fait, une précarisation de plus en plus importante. On parle de 5 millions de personnes qui sont sans emploi ou qui sont chômeurs. On parle de 15% de la population qui serait dans une précarité relativement importante. Et puis ce qui est nouveau, c'est que la classe moyenne elle-même a peur de ce déclassement. Donc finalement, on est une société qui est relativement... cette absence de croissance, cette absence de redistribution de richesse fait qu'on est une société qui de plus en plus est en train de se tendre et ce qui évidemment est très mauvais pour un équilibre d'un pays et un développement économique sain. Vous dites, dans mes rayons, finalement, je vois passer la France qui a mal et c'est une bombe à retardement. Pourquoi ? Vous savez, on a compris en fait il y a quelque temps que le modèle économique Tati ne pouvait pas fonctionner sur ses origines. Parce que historiquement, en fait, nous vendions au quart des Français qui ont le moins d'argent dans ce pays. Et c'est toujours utile de rappeler ce que ça veut dire pour une famille. En fait, ça veut dire que quand vous faites partie du quart des Français qui ont le moins d'argent dans ce pays, en gros, votre rémunération annuelle pour une famille en moyenne de 4 personnes, c'est moins de 20 000 € par an. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir une vie et les dépenses contraintes font que vous dépensez de moins en moins dans certaines catégories, comme par exemple le textile qui est notre métier. Donc vous voyez, même sur une entreprise comme la nôtre, il a fallu qu'on se réinvente en se disant, évidemment ces clients-là restent nos clients principaux, mais il faut qu'on soit capable, nous, de s'adresser à beaucoup plus de clients, et notamment à cette classe moyenne, parce que globalement, si on reste que sur ces clients-là, on n'arrivera pas à continuer de vendre. L'image qu'il y a derrière ça, c'est qu'effectivement, ce qui est incroyable, c'est de se dire qu'il y a un quart des Français qui aujourd'hui dépensaient avant 1 000 € dans le textile par an et aujourd'hui ne dépensent plus que 500 €. Ça veut dire qu'ils sont dans une grande précarité et qu'évidemment, ça se tend parce qu'ils ne peuvent même pas se faire plaisir en achetant, là en l'occurrence, des vêtements. Donc ça veut dire qu'il faut s'adresser à ceux qui ne peuvent même plus aller dans vos rayons. Et puis en même temps, vous, c'est une stratégie peut-être de monter en gamme pour aller dans les poches des classes moyennes. Alors il se trouve que nous, en fait, finalement, je dirais que tout fonctionnait en allant dans le même sens. Globalement, en nous ouvrant à d'autres populations qu'à nos clients historiques, en fait, on s'adresse finalement à beaucoup de clients en France, puisqu'en fait, je rappelais, un quart des Français ont une rémunération annuelle inférieure à 20 000 €, mais quand vous regardez les quartiles qui suivent, vous avez 75% des foyers en France qui ont moins de 30 000 € de revenus, ce qui fait beaucoup de monde. Donc finalement, la problématique budgétaire, elle est posée au quart des Français qui ont le moins d'argent, mais elle est posée en fait à 3/4, 80% des Français. Et en ce moment-là, effectivement, c'est posé pour nous la question d'être capable de répondre à leurs envies de vêtements ou de maison. Je vais être un peu cynique, mais dans une telle configuration, s'il y a un certain appauvrissement de la population française, ça devrait vous profiter. Vos magasins devraient... Alors en fait, ça nous profite jamais. La crise ne profite jamais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je le rappelais tout à l'heure, vos clients historiques, ils ont moins d'argent. Donc, ils se déclassent. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez que perdre, peut-être pas des clients, mais au moins de la fréquentation de ces clients. Non, ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se jouer, c'est que les gens font peut-être un peu plus attention. La crise leur a permis de faire un peu plus attention et au prix, à ce qu'ils consomment et aux éléments de leur consommation. Nous, notre métier, c'est de leur rappeler qu'un produit, ça a un certain prix. Et dans ce moment de crise, ils sont peut-être plus effectivement regardants sur ce qu'ils consomment et à un prix donné, la qualité de ce qu'ils consomment. Il y a une grande question actuellement, c'est est-ce qu'on vit ou non un retournement ? Qu'est-ce que vous percevez ? On est dans un entre-deux. Il y a effectivement quelques signes qui sont intéressants. On sent poindre un tout petit peu de croissance. Et puis surtout, on est en train de s'organiser partenaires sociaux, les acteurs politiques pour essayer de créer quelque chose qui effectivement soit une dynamique en fait qui accélère en fait ce peu de croissance qu'on a. Et vous le voyez dans votre chiffre d'affaires concrètement ? Alors en fait, on sent là aussi qu'on est dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où globalement on est poussé par des facteurs qui fonctionnent bien, c'est-à-dire ça va être des facteurs météorologiques, ça va être des moments où on sent que les gens en fait ont quand même besoin de se faire plaisir dans des moments tels que Noël ou pour les vacances scolaires. Mais très rapidement en fait, on sent que c'est des choses qui s'essoufflent et quand vous prenez de l'avance par exemple parce que vous avez une bonne météo pour vous, vous sentez que très rapidement vous pouvez reperdre en fait cette avance. Donc on sent bien que tout ça est extrêmement fragile et qu'il faudrait réussir à construire une croissance beaucoup plus durable, beaucoup plus pérenne. Mais du côté des entrepreneurs, on a souvent le retour très critique à l'égard du gouvernement qui dit des choses, mais concrètement, on ne voit pas arriver les changements. Oui, alors je crois qu'en fait, il faut quand même se satisfaire du fait qu'il y a déjà une ouverture
au dialogue. Et, le pacte de responsabilité dont on parle, on pourra parler également du pacte de solidarité, mais le pacte de responsabilité dont on parle, c'est déjà extrêmement encourageant parce que ça veut dire qu'on engage le débat. Alors maintenant, engager le débat, c'est bien, mais la question c'est comment on y va, avec quelle force on y va. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'engager un débat qui déjà, on le voit, suscite des réactions pour finalement peu de résultats. Donc je crois qu'il y a 3 questions importantes qui nous sont posées. La première, c'est celle de l'ambition. Je pense que le gouvernement lui-même et tous les acteurs en fait, de cette réflexion doivent se poser les questions de l'ambition, parce qu'il n'y aurait rien de pire que de faire quelque chose qui mette du temps à se faire et qui finalement en fait, aboutit sur peu de résultats. Le deuxième élément, c'est effectivement de le faire rapidement, parce que la question du timing est importante. On voit qu'on est rattrapé en permanence par le déclassement international ou au sein de notre pays. Et puis effectivement, on a besoin d'un catalyseur, on a besoin de gens qui se font confiance. Donc en fait, tout ce qui va créer de la défiance dans les propositions qui sont faites ou dans la façon dont on dialogue ensemble ne sera pas positif. Est-ce que vous entendez ce discours, notamment politique, qui dit maintenant, c'est aux chefs d'entreprise d'y aller, d'investir, faites-nous confiance, relancez la machine, c'est à vous d'appuyer sur le bouton? Oui, mais je crois qu'en fait, on a nous une responsabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, si on reprend par exemple l'exemple du CICE, si vous voulez, ça peut être extrêmement concret pour une entreprise. Si je prends l'exemple de Tati, par exemple, si vous voulez, le CICE nous donne des marges de manœuvre extrêmement importantes. Nous, par exemple, dans le domaine de la formation professionnelle. Vous l'avez rappelé, Tati est une entreprise qui est en mutation, en profonde mutation. Donc on y apprend dans cette entreprise des nouveaux métiers qui n'étaient pas nos métiers préalables, que ce soit le merchandising du magasin ou que ce soit la vente à distance sur laquelle on pourra revenir. Et aujourd'hui, le choix qu'on a fait, c'est de réinvestir les marges de manœuvre offertes par le CICE dans un plan de formation extrêmement important. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de fêter le premier anniversaire d'un campus en fait, que nous avons créé, qui accueillera cette année 3000 stagiaires, dans lequel nous disposerons 30 000 heures de formation, qui se convertiront même en 60 000 heures de formation l'année prochaine. Donc on voit bien que effectivement les marges de manœuvre qui nous sont offertes dans le cadre d'un programme tel que le CICE, on les réinvestit dans des choses qui sont extrêmement positives et porteuses d'avenir pour les salariés des entreprises. Robert? Oui, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même des aspects positifs qui sont mis en place par le gouvernement, mais que les effets doivent s'inscrire dans le temps. Ils doivent s'inscrire dans le temps, et puis la question, c'est la question de l'ambition. Enfin, la question de... Donc, effectivement, sans politiser le discours, la question, c'est est-ce que 50 milliards suffisent effectivement pour créer un choc qui est suffisamment significatif? Donc, parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il n'y aurait rien de pire que ce choc ne soit pas assez important et qu'en plus, il ait pris du temps. Donc, la question, c'est comment on crée des conditions, effectivement, d'un dialogue de confiance qui nous amène à faire 50 milliards, voire plus et rapidement. D'autant plus que dans le même temps, il y a une réduction du pouvoir d'achat, que ce soit, bon, enfin, théoriquement, les hausses d'impôts sont finies, mais elles ont quand même entamé le pouvoir d'achat ces derniers temps. Est-ce que ce n'est pas aussi paradoxal d'avoir cette position ? C'est pour ça que, si vous voulez, pour moi, il est nécessaire que vous ne pouvez pas faire ce type de réforme si elle n'est pas perçue par l'ensemble des acteurs de la société et économique comme une réforme équilibrée. Donc, il faut aller vers un pacte de responsabilité dont on a parlé, mais je l'évoquais au début de notre entretien, il faut aussi aller vers un pacte de solidarité. Parce qu'il est extrêmement important qu'effectivement, au moment où il y a ce déclassement qui se passe dans le pays, les gens ne perdent pas espoir. Parce qu'on sait très bien que les effets d'un pacte de responsabilité à l'échelle d'un pays comme la nôtre prendront plusieurs années, ou en tout cas plusieurs semestres à se mettre en ordre. Et vous dites qu'on a perdu 2 ans là, dans ce contexte. Alors, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, les conditions du dialogue telles qu'elles sont établies jusqu'à présent n'étaient pas actives. Alors, il y a un point intéressant, c'est que l'actionnaire de Tati est un fonds qui s'appelle ERAM et qui est animé par une famille. En fait, voilà, une famille industrielle qui emploie... combien de personnes d'ailleurs en France? Un peu plus de 10 000 personnes. 10 000 personnes. Ouais. Est-ce que justement, vous êtes au contact de cet actionnaire familial, vous sentez que son opinion a été un peu, en tout cas son attitude a été un peu mise à mal aussi par le discours ambiant sur les riches, sur les familles, qui finalement manque à l'appel maintenant? Alors vous savez, le groupe ERAM, c'est un groupe qui, c'est la baseline du groupe en fait, entreprend avec bonheur depuis 1927.
Donc en fait, quand vous entreprenez avec bonheur depuis 1927 et que vous êtes passé par la désindustrialisation française, par les différentes crises que notre pays a subies, les différentes guerres, on ne se laisse pas déstabiliser par quelques messages qui potentiellement à un moment donné peuvent vous faire craindre qu'effectivement il y ait un ressenti à propos des entrepreneurs. Donc, est-ce que du coup ça édulcore pas le fond du problème en se disant bon, finalement c'est une crise comme d'autres et c'est pas grave. Il y a quand même un enjeu là sur l'actionnariat, on le voit à les niveaux du CAC 40, d'entreprises françaises qui sont en train de basculer à l'étranger. Est-ce que justement le fait que ces familles soient encore encouragées à entreprendre en France, c'est important? Oui, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et puis surtout, je pense qu'il faut savoir les mettre dans la lumière. Et moi, je suis qu'un représentant, effectivement, travaillant pour cette famille. Mais je trouve que c'est extrêmement important qu'on ait ces familles qui sont effectivement implantées dans tous nos territoires, qui embauchent massivement, qui ont su accompagner les différents mouvements en fait, de nos industries en formant leurs collaborateurs qui auparavant, par exemple pour le cas des rames, travaillaient dans des usines et aujourd'hui travaillent dans la logistique, travaillent dans les magasins et qui aujourd'hui réinvestissent en fait l'intégralité effectivement de leurs revenus dans un groupe industriel qui est le premier employeur du Maine-et-Loire. Donc effectivement des gens qui participent à solidifier formidablement notre pays. Donc eux, ils y croient. Et eux, ils y croient toujours parce que voilà, ils ont ça dans le sang, ils ont cette fibre. On rappelle le nom de cette famille. La famille Biotto. Biotto. Au-delà de la dimension hexagonale, aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la campagne pour les européennes. On voit que, peut-être c'est un effet de la crise, beaucoup de Français se défient de la construction européenne. Quel est votre point de vue par rapport à ce problème ? Je crois qu'il faut qu'on soit tous des acteurs pour lutter contre ça. C'est exactement un peu le même type de débat que celui sur le déclassement qu'on évoquait tout à l'heure. Je crois qu'on ne peut pas faire le reproche ni aux Français, ni aux classes populaires que j'évoquais tout à l'heure, de ressentir ce qu'ils ressentent. Je pense que nous sommes, nous, responsables, décideurs, médias, les premiers responsables de ce qui est en train de se passer. Parce qu'effectivement, on a des grilles de lecture pour décoder ce qui est en train de se passer et en fait, on n'agit pas ou peu. Et donc, c'est à nous, effectivement, d'être acteurs pour, effectivement, faire comprendre que l'Europe, puisque vous m'interrogez sur l'Europe, c'est quelque chose d'extrêmement important. Rappeler que c'est quand même ce qui nous amène la paix, la prospérité, un équilibre et un développement économique important. Donc effectivement, il y a des tracasseries, effectivement, il y a des problématiques ponctuelles, mais c'est d'abord à nous de rappeler les éléments essentiels et puis ensuite de lutter au quotidien contre en fait, ces tracasseries pour en faire des éléments positifs pour l'avenir. Alors, on va parler de cette renaissance de Tati et la façon dont vous voulez activer ces leviers. Donc, vous reprenez la société et ses commandes en 2007, c'est ça ? En tout cas, le fonds ERAM Oui, en fait, réellement en 2009. En 2009. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ? Vous lancez d'abord sur un nouveau site Internet, en fait. Vous relancez via Internet. Oui, ça peut sembler curieux. Alors, oui, en fait, on a d'abord reconstruit en fait, une offre et puis un nouveau concept de magasin. Mais effectivement, on avait un défi extrêmement important. C'est que quand vous êtes passé par un dépôt de bilan, en fait, les Français, ou tout consommateur d'ailleurs de tout pays, pensent que littéralement l'entreprise et la marque n'existent plus. Donc effectivement, c'est très difficile d'emmener des gens dans un nouveau magasin. C'est aujourd'hui plus facile de leur faire redécouvrir une marque par Internet. Donc notre idée effectivement de base, à partir du moment où nous avions reconstruit les fondamentaux de l'entreprise, ça a été de mettre un pari extraordinaire, un nouveau métier pour l'entreprise, ça a été de mettre en ligne 20 000 références du jour au lendemain, livrables partout en France en 24 heures. Des produits dessinés par nos stylistes et nos chefs de produits et expédiables 24 heures. Donc vous lancez dans la VPC en fait, à une époque où c'est un peu à contre-courant. On a donc découvert, et il a fallu qu'on apprenne ce métier de la vente à distance. Voilà, et ce qui nous a permis effectivement de faire redécouvrir cette marque, et ce qui fait qu'aujourd'hui Tati, 65 ans après être née, est aujourd'hui parmi les 10 marques préférées des Français sur Internet et aura expédié l'année dernière, près de 10 millions de pièces sur Internet. Mais vous ne vous êtes pas posé à l'époque la question de changer de nom ? Ça n'a jamais été un débat ? Alors en fait, ça n'a jamais fait l'objet d'un débat. Vous savez, quand j'ai eu le plaisir de reprendre les rênes de cette entreprise, en fait, j'ai participé à ma première ouverture de magasin. Et en fait, ce jour-là, alors que nous n'avions pas fait de publicité, j'ai vu arriver dans le magasin 5000 personnes le premier jour, sur le seul bouche à oreille en fait, de l'ouverture d'un magasin.
Tati, c'est une marque qui est connue de 90% des Français, qui est chère au cœur des Français, qui est qui est une institution du pays. Et voilà, et notre volonté à tous, tous les collaborateurs de cette entreprise et notre actionnaire, c'est effectivement de lui redonner son lustre. Est-ce que l'activité Internet est rentable, l'activité de vente Écoutez, elle est à l'équilibre, D'accord. ce qui déjà est un défi effectivement majeur, parce que, je l'ai rappelé, on a un niveau de service qui est extrêmement important. On expédie sous 24 heures. On expédie beaucoup de volume. Chaque client achète sur tati.fr jusqu'à 7 articles en moyenne par panier, donc ce qui fait de nous un site assez décalé par rapport aux moyennes du marché. Et puis surtout, on vend extrêmement peu cher. Donc, puisque le prix de vente moyen d'un produit chez Tati, je le rappelle, c'est quand même 5 € de prix de vente moyen. Donc pour pouvoir être rentable avec une équation pareille, il faut des équipes sacrément professionnelles. Est-ce qu'il n'y a jamais eu la tentation de se dire on va se concentrer sur Internet seulement et on ne va pas revenir dans la vente physique? Non, parce qu'en fait, le travail qu'on a fait au départ nous a permis de très rapidement de montrer qu'on était capable de mettre en place un magasin, un nouveau concept de magasin, avec un nouveau business model en fait, qui était rentable. Donc le maillage entre un magasin physique, le slogan historique de Tati, c'est « La rue est à nous ». Un maillage physique qui fait qu'on a encore aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui sont dans nos magasins en fait toutes les semaines, et puis un maillage internet qui fait qu'aujourd'hui on est capable de leur apporter du service aussi et de l'information par le digital. C'est finalement quelque chose d'extrêmement puissant pour l'avenir. C'est combien la part de l'activité Internet dans les chiffres d'affaires total? C'est déjà 13% de nos ventes, 4 ans après l'ouverture du site. Votre objectif à moyen terme? Alors aujourd'hui, en fait, on pense que cette part de marché montera assez aisément jusqu'à 20%. Mais surtout, ce qui est assez intéressant aussi avec le digital, c'est que ça nous permet probablement de nous internationaliser, puisqu'on imagine là pour le coup qu'on fera dans le sens inverse de ce qu'on a fait en France, et qu'on pourra utiliser le digital pour aller tester l'appétence en fait de notre offre à d'autres clients internationaux. Combien de magasins Tati à l'heure actuelle? Alors 140 magasins. Nous en avons ouvert 3 récents la semaine dernière encore, à Caen, Stein et en banlieue de Lille. Avec un objectif de 300 magasins d'ici combien de temps? 5 à 7 ans. 5 à 7 ans. Donc vraiment un investissement massif, revenir conquérir la rue. Oui. Et cet investissement, vous le faites, qu'est-ce qui a changé entre le magasin Tati qu'on connaissait auparavant et un magasin actuel? L'idée est simple en fait, si vous voulez, historiquement en fait, les marchandises qu'on vendait, je l'ai rappelé, étaient des marchandises en fait en déstockage, donc qu'on jetait dans des bacs à fouilles. Il y avait là en fait une certaine forme de commerce assez nouvelle et assez excitante. La réalité de notre business model aujourd'hui, c'est qu'en fait, les consommatrices en fait, veulent être valorisées dans le cadre de leur achat. Donc elles veulent à la fois acheter le produit qu'elles vont avoir vu dans leur magazine la semaine précédente ou conseillé par leur blogueuse, et en même temps, elles ont envie d'avoir des idées dans le magasin. Tout ça se fait dans un magasin qui doit certes rester simple, et abordable en termes de coût de construction du magasin pour éviter de répercuter tout ça dans le prix de l'étiquette, mais en même temps, il faut pour autant qu'on soit capable d'exécuter un merchandising dans le magasin qui valorise le travail de nos stylistes, de nos chefs de produits, qui valorise en fait l'association des produits les uns par rapport aux autres. Donc finalement, c'est un magasin j'ai coutume de dire qu'en fait, nous avons réinventé le grand magasin populaire d'après-guerre, mais version moderne, puisque nous y faisons en fait 4 métiers principaux: la mode, la maison, l'hygiène beauté et le mariage, sur des magasins qui font entre 3 et 4 000 m². Comment vous faites pour avoir des prix aussi faibles par Vous êtes rapport à la 30% moins cher qu'un H&M par exemple, ce que vous dites. Oui, la question en fait, c'est comment font les autres pour être aussi chers. C'est-à-dire que globalement, en fait, le business model historique de Tati, et ça pour le coup l'ADN est resté là, c'est de vendre d'abord et avant tout des produits. Dans le prix de revient d'un produit, qu'est-ce qu'on vous vend? On vous vend du produit, donc on vend les mêmes produits que les autres aujourd'hui, avec notre création, chacun a son goût, mais avec nos créations. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez principalement 3 grandes composantes. Les coûts marketing, qui aujourd'hui atteignent des niveaux complètement faramineux dans certaines enseignes. Donc effectivement, nous n'aurons pas une actrice extrêmement chère chez Tati pour représenter nos produits, sauf à ce qu'elle veuille le faire en fait pour participer au business model. Mais résultat, effectivement, globalement, il n'y a pas de marketing dans le prix de l'étiquette. Ce que vous appelez le fair cost. C'est ce qu'on appelle le fair cost. Et puis dans les coûts de distribution, effectivement, on a intégré toute la chaîne de distribution avec aujourd'hui en fait ces équipes produits qui sourcent les produits en direct dans le monde. Donc nos coûts de distribution sont extrêmement réduits.
Dernier élément, on parie sur des petites marges. Donc l'ensemble de l'équation fait qu'aujourd'hui, on est capable de vendre effectivement 30 à 40% moins cher que ces mastodontes internationaux. D'où viennent vos produits? C'est Asie essentiellement? On est calé sur un standard effectivement de toutes les enseignes internationales. On fait à peu près 70% de nos produits en Asie et 30% sur des zones européennes, avec une originalité de sourcer encore une partie de nos produits en France. Je le rappelais, on est l'acteur incontournable du mariage en France. Ah oui, alors ça c'est une spécificité. Une mariée sur 5 en France en fait se marie avec une robe Tati. Et aujourd'hui, c'est mieux que mythique encore comme chiffre. Et aujourd'hui en fait, un quart de nos robes de mariée sont encore fabriquées en France. Donc quand on a la possibilité d'aller chercher une valeur de fabrication qui fonctionne encore avec une fabrication française, on le fait. Qu'est-ce que vous faites de vos stocks? Alors le modèle, c'est pas vendu, des invendus. Alors Est-ce qu'il y a un Tati du Tati? Alors le principe du modèle repose sur le fait qu'effectivement on est ce qu'on appelle en jargon everyday low price. Donc en fait la part des soldes et la part des promotions est très peu importante pour nous puisque nos taux de revente avant solde de promotion sont extrêmement importants. Donc aujourd'hui les marchandises ne quittent jamais un magasin, elles sont intégralement vendues sur le magasin. Autre stratégie, le développement international, c'est quelque chose que vous mettez en place. Vous allez vous exporter et exporter le business model. Comment c'est né cette envie? Alors, d'abord, on a regardé notre cycle de croissance en France. Vous l'avez rappelé, on a 140 magasins, on espère doubler notre parc, mais on s'est dit que c'était toujours important de commencer un second cycle de croissance et puis de prendre son temps dessus. On sait qu'aller à l'international, c'est très compliqué. Les codes, les cultures sont différentes, les process sont différents. Donc en fait, ça s'est fait. On avait cette envie, ce désir, on avait ciblé quelques zones. Et en fait, on a été à l'occasion en fait, de nos ouvertures récentes de nouveaux concepts, notamment en centres commerciaux. On a été sollicité par des partenaires vraiment de qualité, sur des zones qu'on avait sélectionnées, qui nous ont choisi, pour le coup, pas pour la notoriété de Tati, puisqu'en fait, nous ne sommes pas connus dans les zones où nous allons, mais sur le business model du fair cost que nous défendons aujourd'hui. Alors, on parle de ces pays, c'est l'Arabie Saoudite, les Émirats. Oui, nous allons ouvrir, en fait, nous avons signé en fait, 2 accords très significatifs, et on va d'abord se concentrer sur cela avant d'aller ailleurs, même si nous sommes sollicités. Nous allons ouvrir entre 20 et 30 magasins sur chacune de ces zones. C'est un peu paradoxal, parce qu'en général, quand on pense Dubaï, c'est plutôt les marques haut de gamme. On pense Vuitton plus que Tati. Alors, Vuitton, il réussit probablement très très bien, et vous avez à peu près 5 à 7% effectivement, de la consommation locale qui est sur ce type de consommation ultra luxe. Mais les Émirats, c'est 6 millions de personnes, l'Arabie, c'est 30 millions de personnes. Vous avez une classe populaire émergente qui, on va dire, devient une classe moyenne, qui a des codes en fait, qui consomme dans des centres commerciaux qui sont relativement modernes, donc qui a des codes de consommation qui correspondent au nouveau concept de nos magasins, mais qui veut consommer pas cher. Et donc effectivement, notre modèle de fair cost Tati, est promis, on l'espère, à un très bel avenir ici. Et donc nous ouvrirons 6 magasins dans ces zones d'ici la fin de l'année. Alors l'émission touche à sa fin. On a l'habitude de poser des questions un peu plus personnelles en fin d'émission. Vous avez 45 ans, je le rappelais. Quelles sont vos ambitions au sein de ce groupe ou au-delà ? Elles sont d'abord et avant tout au sein de ce groupe. J'espère que vous l'avez ressenti. J'anime. Il y a du pain sur la planche. J'ai le plaisir d'animer une équipe absolument formidable. Près de 3000 collaborateurs qui sont investis dans quelque chose qui partagent tous un peu un bout de cette vision. Vous gagnez de l'argent d'ailleurs, on n'en a pas parlé actuellement. On ne communique pas sur ces éléments-là dans les groupes familiaux, vous savez. Dans les groupes familiaux, on ne communique pas sur ce genre de choses. On réinvestit tout, positif ou négatif. On réinvestit tout, effectivement, dans tous les fruits en fait, de notre travail, dans le développement de l'entreprise. On est encore en phase d'investissement, donc on comprend. On est en phase d'investissement très, très, très conséquent. Combien ont été investis dans cette marque depuis la reprise ? Là aussi, ce sont des informations qu'on ne communique pas. Mais ce qui est important, c'est que vous l'avez compris, c'est que j'ai le plaisir d'animer une équipe, effectivement, qui a envie de remettre cette marque dans la lumière. On a la chance d'être soutenu par un groupe qui y croit et qui croit depuis longtemps. Et puis les projets, qu'ils soient digitaux, qu'ils soient internationaux, et le redéveloppement de la marque en France sont tels qu'en fait ils peuvent nous porter encore pendant très très longtemps et me porter encore pendant très longtemps. Eh bien, merci Emmanuel Deroute de nous avoir rendu visite, de nous avoir exposé cette vision, cet amour, de nous fait partager pour cette marque Tati. On vous souhaite bon vent. Merci à vous. Merci Robert. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.